L'endroit est perdu au milieu de nulle part. Un moulin, quelques maisons, tout ça loin des routes, inondé tous les ans, ça s'appelle Mühlhausen. C'est pourtant là, entre ces territoires d'Allemagne et d'Italie, que Frédéric, l'empereur à la barbe rousse, décide de bâtir une ville. Son successeur lui offre des fortifications. Car à l'époque, voyez-vous, la liberté s'exprime en épaisseur de murs et en profondeur de fossés. Donc, la ville prête serment au Saint-Empire, serment qu'elle renouvellera fidèlement. En échange, elle peut s'administrer elle-même via son conseil de bourgeois et régler ses propres affaires. Une fragilité pourtant. Mulhouse est nichée dans les terres des Habsbourg. En France, la guerre de 100 ans bat son plein. Et du haut des murailles, les Mulhousiens surveillent les soudards qui passent. Ils n'aiment pas du tout les premiers, qui leur volent tout leur bétail. Les suivants leur plaisent encore moins. On les appelle les écorcheurs. Prudente, la ville s'allie avec Bâle. Ça lui vaudra une défaite militaire contre la France, mais un succès diplomatique. Quand les cantons suisses et la France signent une paix perpétuelle, Mulhouse est parmi les signataires. Voilà Mulhouse au temps de Charles Quint. C'est pas immense, mais pour 2000 habitants, ça suffit, car tout y est. Elle a des prés au bord de l'île, des terres à blé en plaine, des vignes sur le Rehberg et la forêt du Tannenwald pour le bois d'œuvre et le chauffage. Ces 6 corporations sont florissantes. Les impôts rentrent bien et sont sagement employés, ce qui n'est pas le cas partout. Et ici même, le clergé n'est pas un modèle de vertu. Alors, quand un moine prêche pour la réforme des mœurs, on l'écoute. Mulhouse sera donc protestante. Une messe y est chantée en 1529 et on attendra 300 ans la suivante. L'affaire, c'est un procès qui tourne en querelle religieuse. Il y aura émeute, intervention armée des cantons suisses, et pour finir, des têtes qui vont rouler devant l'hôtel de ville. Quand l'affaire se termine enfin, la ville s'y est ruinée. Elle doit de l'argent partout, et la guerre commence à ses portes. Cette horreur va durer 30 ans. Là où ces mercenaires arrivent, vivaient 16 millions de personnes. Il n'en reste pas 6 quand ils partent. Et Mulhouse au milieu de tout ça. Mulhouse va très bien, parce que son alliance avec les Suisses et son traité avec la France la protègent. Elle fait des affaires avec tous les partis et elle accueille les réfugiés d'où qu'ils viennent, ce qu'elle a toujours fait et qu'elle fera toujours. Lorsque la paix revient, son domaine foncier est plus grand, sa population plus nombreuse, son commerce est en plein essor. Et le greffier syndic écrit, le brave homme, nous jouissons d'une prospérité merveilleuse qu'on n'a pas connue de mémoire d'homme à Mulhouse. Au début du XVIIIe siècle, Mulhouse a peu d'espace, mais elle a de l'argent et des fils de bourgeois pleins d'idées. 3 d'entre eux se risquent dans l'impression des tissus et le succès est foudroyant.
Non seulement l'indiennage part en flèche, mais il entraîne tout un secteur derrière lui. Les capitaines de l'industrie naissante sont mulhousiens. Leurs capitaux sont mulhousiens ou balois, et l'administration qui les soutient est mulhousienne. C'est Mulhouse qui développe Mulhouse, et des familles entières arrivent en ville pour s'employer dans ces usines. Et comment vit-on à Mulhouse au milieu du XVIIIe siècle? La place de l'Hôtel de Ville reste le cœur de la cité. La société se classe toujours en 3 groupes, quasi étanches, mais qui vivent tous ensemble. Tous habitent les mêmes rues rarement pavées. Tous y croisent les mêmes cochons et les mêmes poules. Et la nuit, tous prennent une lanterne, car il n'y a pas d'éclairage. Il y a peu de fantaisie à Mulhouse. Ici, on ne danse pas, on ne joue pas, on ne... pas. Et il est interdit de quitter la ville pendant le sermon du dimanche. Ici, les juges ne badinent pas avec les contrevenants. Mais il souffle un esprit nouveau qu'on appellera les Lumières. En 1775, naît la Société pour la propagation du bon goût et des belles lettres. On y lit la presse avancée. On y boit les idées nouvelles. On écoute la Révolution française et, soudain, les autorités du Haut-Rhin décrètent le blocus de Mulhouse. Alors, tout chute à Mulhouse. Activité, ressources et population. Et ce sont 2 bourgeois qui écrivent « Il est utile, il est nécessaire que cette petite souveraineté helvétique se confonde avec la France. » Ça reflète les idées des jeunes et celles des esprits avancés. En janvier 1798, le Grand Conseil se réunit à l'Hôtel de Ville pour voter, oui ou non, la réunion de la petite République à la France. La réponse est sans équivoque. Les bourgeois réunis au Temple confirment ce choix à une majorité écrasante. 591 voix pour, 15 voix contre. Le 25 Ventose en 6, Mulhouse fête sa réunion à la France et le chevalier assiste aux cérémonies qui se déroulent devant lui. Le canon tonne. Les tambours battent, des hommes meurent. Napoléon, pourtant, offre 2 cadeaux à la ville. Numéro 1, le canal Rhin-Rhône, qui ouvre à sa porte la plus grande artère de l'Europe. Numéro 2, le blocus continental, qui ferme l'Europe aux produits anglais et, par voie de conséquence, l'ouvre grande au tissu mulhousien. Entre la Réunion et la fin du Second Empire, la population mulhousienne décuple. Et cette population est neuve. Elle est active, elle est inventive, et elle compte 25% d'étrangers. Ça illustre la formidable capacité d'intégration de la ville, cette autre originalité qui fait dire « Mulhouse, c'est l'Amérique ». La ville change non seulement de visage, mais d'esprit. Les nouvelles usines se construisent là-bas, hors des murs. Et petit à petit, les logements ouvriers suivent. Le patronat s'installe ailleurs. Le nouveau quartier sort de terre. Et la société industrielle qui en est le cœur symbolise la nouvelle dimension de la ville. Mulhouse, au fil des siècles, a appris à ne compter que sur soi. Ce dont elle a besoin, elle le fabrique,
puis elle le vend. Mulhouse a des clients partout. Et la gare, là-bas, se termine. Le train passe. Et la société et les gens. Ah, les gens. Ici, on croise dans la rue des troupeaux de femmes maigres, sales, dépenaillées, qui marchent pieds nus dans la boue vers la filature, et des bandes d'enfants en haillons qui s'y rendent aussi, la peau et les cheveux tout gras de l'huile des métiers. On les appelle Spotza, les moineaux. C'est mignon. Ce n'est pas pire qu'ailleurs, soyons justes. Pas mieux non plus. Mais le patronat mulhousien est un peu en avance sur son temps, il faut le dire. Et Mulhouse voit les premières organisations sociales. Enfin, Mulhouse voit naître les premières cités ouvrières. Des maisons, des jardins et l'accession possible à la propriété. On en pense ce qu'on veut maintenant, mais à l'époque, ça a fait rêver toute la France, et même d'autres. Cela n'empêche pas les problèmes, et les grèves sont révélatrices. Pendant ce temps, Bismarck et Napoléon III rêvent de guerre. L'affaire est réglée à Sedan. C'est perdu pour la France et encore plus pour Mulhouse. De 1798 à 1870, l'hôtel de ville aura vu défiler une demi-douzaine de régimes. Il aura renoncé à une nationalité multiséculaire pour en embrasser une seconde et s'en voir imposer une troisième. Tout commence par des vexations. Une organisation clandestine est créée. Et lorsque l'occupant organise des élections municipales, on mesure son influence. L'ancien conseil municipal reste en place et son travail n'est pas facile. Règle nouvelle. Tout Alsacien est allemand. Une partie des Mulhousiens émigre, parmi eux les pères de la chimie baloise et de l'industrie belfortaine. Le reste devient allemand. L'industrie mulhousienne se redéploie. La société industrielle fête son demi-siècle à l'électricité et pour la première fois en Alsace, on entend le téléphone sonner. Et les Mulhousiens, que deviennent les Mulhousiens? Eh bien, ils sont plus nombreux et plus tout à fait les mêmes. 1 sur 5 arrive d'Allemagne, c'est beaucoup. On applique les lois sociales de Bismarck, les plus avancées du monde. Bonne nouvelle pour les moineaux. L'allemand est langue officielle, mais la rue parle alsacien et français. À l'exposition universelle de Paris, les exposants de Mulhouse présentent les produits de leur filiale française pour ne pas hisser le drapeau allemand. Le 3 août, la France et l'Allemagne sont en guerre. En Alsace, l'industrie est paralysée parce qu'elle est un enjeu du conflit. L'Allemagne déménage tous ses actifs et les Français ne trouveront que des coques vides.
Le 17 novembre 1918, Mulhouse fait un triomphe à ses libérateurs. La reprise n'est pas facile. Peu à peu, les institutions reprennent vie et l'industrie se remet en route comme elle peut, avec son matériel récupéré en Allemagne. La construction mécanique a démarché. Une entreprise nouvelle voit le jour en 1920, c'est un succès. Petit à petit, l'industrie prend de la vitesse. Le textile va plutôt bien et la chimie qui en dépend aussi. La mécanique tourne rond. C'est le temps des avancées sociales. Mais la crise est là, et bien là. À partir de 1930, les piliers de l'économie mulhousienne tombent l'un après l'autre. Moins de trafic au port, moins de marchandises à la gare, la ville dépérit. L'élection du Front populaire crée bien une petite relance, mais le bruit qui parvient d'Allemagne l'étouffe. Qui aurait envie d'investir dans une ville si directement menacée par les armes et par l'idéologie des nazis? Le 18 juin 1940, tandis que depuis Londres, le général de Gaulle lance son appel aux Français, les Allemands entrent dans Mulhouse. Les Mulhousiens vont connaître la dictature nazie, sa surveillance permanente, son appareil policier inouï, son parti omniprésent et ses dizaines d'organisations nazies. Tout ce qui déplaît est chassé hors du paradis allemand avec une valise. C'est tout. Pour les Juifs et pour les Tziganes, l'horreur ne fait que commencer. Il faut que tout soit allemand. Les prénoms, les noms de famille, ceux des rues et ceux des endroits. La rue du Sauvage est la plus grande. Elle s'appellera, devinez quoi? Pas longtemps, mais ça amuse. On n'a pas le droit de parler français dans la rue et le port du béret est puni. Provocation insupportable. La jeunesse devra partir se nazifier en Allemagne. C'est le RAD. Les hommes s'en iront tirer sur leurs amis avec l'uniforme allemand sur le dos. Pour échapper au RAD, on se cache, on s'abrite derrière des emplois bidons ou des certificats médicaux complaisants. Pour les autres, la résistance s'organise. Ce sont les employés municipaux qui préviennent les gens menacés. Ce sont les membres des réseaux qui les cachent et qui les font passer en Suisse. Pourtant, avant de passer la frontière, il y a une zone interdite, où les Allemands tirent à vue. Le plus grand nombre ne peut pas échapper. Ils partent sur le front de l'Est, et beaucoup n'en reviendront pas. Le 20 novembre, l'avant-garde française entre en ville. Le 24, guidée par les FFI, la première DB y prend pied. Pendant près de 3 mois, la ville reste coupée en deux. Le 10 février, les généraux de Gaulle et Delattre de Tassigny sont à Mulhouse. La population reçoit leurs félicitations pour sa conduite pendant l'occupation. Les 6 et 7 mai 1945, Mulhouse fête sa libération. La guerre est finie.
Terrible bilan que celui de cette guerre. Le travail de reconstruction est énorme et les moyens à disposition dérisoires. Alors les Mulhousiens se sont dit ceci. Notre ville est née dans un site défavorisé. Elle s'en est sortie. Notre ville a grandi au milieu de voisins puissants, pas toujours bien intentionnés. Elle s'en est sortie. Aujourd'hui, elle est blessée et affaiblie, mais nous la sortirons de là. Et ils ont retroussé leurs manches. En 1945, Mulhouse réélit Auguste Vicki, le maire de 1940, expulsé par les Allemands au moment de l'annexion. Le travail commence. Dans les 20 années d'après-guerre, 11 000 logements sont construits. Dans le même temps, 500 taudis sont supprimés. Quand enfin la ville a pansé ses plaies, elle construit son avenir. Dans le textile, la situation se redresse. De nouvelles entreprises s'installent et le tertiaire commence à embaucher. En 1961, le département du Haut-Rhin ne compte que 113 chômeurs. La France manque de main-d'œuvre. La municipalité, la chambre de commerce et d'industrie, le comité d'action du Haut-Rhin, les associations travaillent main dans la main pour hisser la ville au degré supérieur. Et leurs résultats étonnent. Mulhouse n'est pas une création de la nature. C'est une création des hommes, c'est une création du travail. Ces musées sont des hymnes au savoir-faire des ouvriers et au génie des ingénieurs. Ces voies de communication sont construites malgré la nature plutôt qu'avec elle. Sa population n'est pas née de sa terre, elle y est venue au fil du temps de 20 horizons différents. Mulhouse, c'est le fruit d'un mélange unique, le mélange des 5 sources qui l'ont fait ce qu'elle est et que l'on salue en passant au fil d'une promenade dans ces rues. Salut, brin de légende. Salut, ville d'empire. Salut, république autonome. Salut, réunion à la France. Salut, ouverture à l'Europe. Longtemps, pour le malheur de ces deux rives, le Rhin a été une barrière. Nous en faisons un trait d'union pour la prospérité et le bonheur de tous.